Mardi 23 mai 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, page économique pour commencer. Madagascar produit le meilleur cacao du monde, souligne Philippe Fontaine, vice-président du Comité national du cacao, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Antananarivo aujourd'hui. Le pays a en effet obtenu à 3 reprises le label cacao fin 100%. Pour cette année, Madagascar vise le 4e label. Les dossiers y afférents sont déjà déposés auprès de l'ICCO. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmelal et Yves Chanel. La demande en cacao malagasy a augmenté de 10% après le passage du Covid-19. Toutefois, l'offre ne satisfait pas la demande, déplore Philippe Fontaine, vice-président du Comité national du cacao, car le pays ne produit que 14 000 tonnes par an. L'Europe, l'Asie et l'Amérique sont les principaux preneurs de notre cacao. Mis à part les opérateurs, les cultivateurs bénéficient également de l'exportation. Du revenu à l'exportation sur le prix du cacao, une grande partie, entre 75 et 80%, revient aux paysans et aux cacaoculteurs. Vous avez des pays où les paysans ne touchent que 50% du prix export. À Madagascar, on a une filière extrêmement transparente, extrêmement courte, extrêmement valorisée, avec un travail, un circuit court entre les exportateurs, les producteurs, les coopératives, qui fait que le producteur, donc le cacaoculteur, a une part du prix d'export qui est plus élevée que dans la plupart des pays au niveau mondial. Madagascar fait partie des 5 premiers pays ayant un cacao de bonne qualité. Le pays a même obtenu par 3 fois le label cacao fin 100% en 2010, 2013 et 2017 et vise un 4e label cette année. Un panel cacao fin sera organisé le 13 et le 14 juin prochain. À l'issue de ce panel, le résultat. 12 experts mondiaux qui vont effectivement analyser les qualités de notre cacao. Madame le directeur l'a dit tout à l'heure, elle a présenté tous les critères sur lesquels nous allons être évalués. Alors, bien sûr que nous avons la mission d'essayer d'aller vers les 100%. Il faut savoir quand même que la croissance de notre cacao fait que nous avons eu de nouvelles exigences envers les nouveaux producteurs, les nouveaux volumes, que le Conseil national cacao a rendu obligatoire toutes les analyses pré-embarquement. C'est une nouveauté que nous allons présenter au Conseil national cacao et toutes les mesures que le Conseil national cacao a prises depuis plusieurs années. Voilà, donc nous avons mon espoir. Nous sommes certes une vidière d'excellence sur laquelle tout le monde a les yeux rivés, parce qu'effectivement, nous sommes un secteur où je crois que le secteur public et le secteur privé travaillent en parfaite collaboration. Et l'excellence, bien sûr, on parle souvent de l'excellence du produit, mais nous parlons de l'excellence du produit, de l'excellence de la filière, de l'excellence et du secteur privé et des relations que nous avons avec le secteur privé. L'excellence se fait par un travail global sur toute la filière. Je crois même qu'on pourrait rajouter à côté de la filière cacao, filière d'excellence et filière exemplaire. Des expositions et des démonstrations du savoir-faire artisanal pour la fabrication du chocolat par des chocolatiers malagasy auront également lieu lors de ce panel. Ensuite, Madagascar recevra la semaine de l'excellence le 12 au 18 juin prochain dans le but de promouvoir les produits agricoles malagasy et de promouvoir le pays en tant que terre d'opportunités propice aux investissements, déclare le ministre de l'Agriculture. Et 3 événements auront lieu lors de cette semaine, le forum B2B, le panel cacao et le salon biologique. Toujours avec Ruth Christelle Rakoutmelal et Yves Chanel. Une rencontre B2B entre les investisseurs dans l'agriculture aura lieu. L'objectif est de renforcer la plateforme d'échange entre les différents acteurs de l'agribusiness dans l'optique de promouvoir les investissements. Lors de la première édition du forum B2B, 48 terrains privés identifiés de 67 658 hectares dans les 16 régions, ainsi que 23 zones économiques agricoles, ont fait l'objet d'investissements, rappelle le ministre de l'Agriculture, Arfid Ramilson. Des conférences sur le cacao de Madagascar, le climat des investissements, le foncier, l'agriculture biologique et les procédures d'importation et d'exportation se tiendront également lors du B2B. Mis à part le B2B qui se tiendra du 13 au 14 juin à Anoussi, le panel cacao se tiendra également les 13 et 14 juin à Moudvoun et le salon biologique les 15 au 18 juin à Ivatu.
Dans le secteur du tourisme, la relation entre Madagascar et Maurice sera renforcée. Ce dernier a été spécialement invité au salon ITM, au Salon international du tourisme, 9e édition. La coopération entre les deux parties ne restera non seulement dans le domaine du tourisme, mais ils partageront également des expériences en termes de culture. Et l'ITM est un événement qui participe à la promotion du tourisme à Madagascar. Elle se tiendra du 15 au 18 juin et 70 opérateurs touristiques étrangers ont confirmé leur participation. Fajisena Mireille et Yves Chanel. Des opérateurs touristiques et des artistes formeront la délégation mauricienne qui viendra à Madagascar lors de l'événement ITM au Salon international du tourisme du 15 au 18 juin au CCI Vatou. L'île Maurice, qui est le pays invité d'honneur pour cette 9e édition de l'ITM. Des animations culturelles et des démonstrations culinaires avec un chef mauricien renommé y seront programmées. Par ailleurs, les attractions touristiques de chaque région de l'île seront mises en valeur lors de cet événement qui durera 4 jours et dont l'objectif est de promouvoir le secteur du tourisme, mais surtout d'instaurer un tourisme durable. Des échanges d'expériences avec des opérateurs touristiques étrangers auront également lieu durant cet événement. 18 000 visiteurs seront attendus à Madagascar lors de l'événement ITM. Et de plus, 14 nouveaux partenaires ont exprimé leur volonté de participer à la promotion du secteur du tourisme. Ils ont renforcé leur coopération avec l'ONTM ou l'Office national du tourisme à Madagascar et le ministère du Tourisme aujourd'hui. En éducation, le nombre de candidats aux examens du CEPE et du BEPC a connu une légère diminution cette année scolaire. En effet, s'il y avait 516 410 candidats inscrits à l'examen du CEPE l'an dernier, cet effectif est descendu à 515 081 cette année. Pour l'examen du BEPC, de 310 193 candidats en 2022, ils ne sont que 305 836 cette année. L'on a eu de bons résultats lors de ces deux examens l'année dernière et peu d'élèves ont également redoublé, ce qui est la raison de la baisse du nombre de candidats en 2023, selon les informations reçues auprès du ministère de l'Éducation nationale. Felan Hakutarsoul. Le nombre des inscriptions aux examens du CEPE et du BEPC en 2023 a diminué par rapport à l'année dernière. Les résultats de ces deux examens officiels de l'année dernière ont été bons et peu d'étudiants ont redoublé, selon les explications d'un responsable auprès du ministère de l'Éducation nationale. Pour le CEPE, 515 081 candidats vont passer cet examen officiel et 99 d'entre eux sont en situation de handicap. 169 022 candidats se sont inscrits à Antananarivo. Ils seront répartis dans 572 centres. Les 95 573 candidats de Fianarantsoa passeront leur examen dans 411 centres. Pour Tuliar, les 47 310 candidats seront répartis dans 199 centres. Si les 66 174 candidats à Madang passeront les examens dans 268 centres. 53 740 candidats à Intiranan seront répartis dans 169 centres. Et enfin, pour Tuamas, 83 263 candidats seront répartis dans 376 centres. Pour le BEPC, 305 836 candidats se sont inscrits. Ces derniers sont répartis dans 9 054 centres d'examen, dont 4 de nationalité étrangère et 47 candidats en situation de handicap. 149 956 candidats ont choisi l'option A, tandis que 155 880 candidats ont opté pour l'option B. Dans un tout autre sujet, l'association des natifs d'Imadi résidant à Antananarivo ou Imiyant appelle les citoyens, notamment ceux de leur localité, à s'inscrire sur la liste électorale. Le président de l'association a souligné que l'Imiyant est une association apolitique mais qui participe à l'accomplissement de ses devoirs en tant que citoyen. Par ailleurs, les natifs d'Imadi organiseront également un événement pour consolider la solidarité entre tous les membres le lundi de Pentecôte. Khatroman Zatouf et Bras Denisson nous en disent plus. La contribution de chaque citoyen au développement du pays est une ligne directrice fixée par l'association Imiyant ou les natifs d'Imadi résidant à Antananarivo.
Les élections sont une étape importante qui aura un impact direct sur la vie de la population. Et c'est la raison pour laquelle l'association incite les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Cependant, l'association Imiante est apolitique, mais elle souligne que chacun est libre de son choix. En outre, afin de consolider la solidarité entre tous les membres, l'association organisera un événement le lundi de Pentecôte. Et des travaux qui changent le quotidien de la population au niveau des Foukountagne. C'est l'objectif de l'État à travers la construction des infrastructures de proximité, outre celles déjà mises en place au niveau des districts. Des ruelles en pavé, des éclairages publics, mais aussi des bureaux de Foukountagne Manara Pinch ou des maisons communautaires ont été construits par le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat au niveau des Foukountagne, comme Manarinsu Centre et Anatiazu. Ces infrastructures ont été remises officielles à la population samedi dernier. Les détails avec Naté Rakoutmev. Des infrastructures de proximité pour la population afin de les aider dans leur quotidien. L'on constate que les ruelles qui ont été réhabilitées ici dans le Foukountagne Tankernaka-Danjamam, dans le 5e arrondissement, changent l'image de Foukountagne. Une ruelle en pavé de 200 mètres qui avait été source de plaintes des habitants auparavant et qui est maintenant réhabilitée. C'est aussi le cas pour ce Foukountagne Danzanar de Zo. Un escalier de 100 mètres réhabilité en pavé. C'est le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat qui s'est chargé des travaux et la remise officielle de ces infrastructures à la population a été effectuée samedi dernier. Mais parmi les plus grands travaux qui vont également changer le quotidien de la population en matière d'administration figure cette maison communautaire multifonctionnelle construite ici à Manartsu Centre. Cette infrastructure sera également utilisée par le Foukountagne de Manartsu Anatiazu. Cela fait plus de 50 ans que ces Foukountagne n'ont pas bénéficié de ce genre d'infrastructure. Comme son nom l'indique, cette maison communautaire fonctionnelle peut être utilisée pour accueillir des réunions, des formations et bien d'autres activités en saison sèche, tandis que durant les périodes de pluie ou d'inondation, elle peut accueillir des sinistrés. Cette maison communautaire fonctionnelle a été aussi équipée par le SENVH. On y trouve également un bureau des forces de l'ordre et bien évidemment un bureau de Foukountagne. En parallèle avec ces infrastructures, des éclairages ont été installés au niveau de ces Foukountagne à travers le projet Azavon et la Kelachan par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Les promesses de l'État ont été réalisées car la population jouit actuellement d'infrastructures modernes et aux normes dont le but est d'améliorer ses conditions de vie selon les explications. Le général Serge Gelé, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, a reçu la délégation chinoise constituée du colonel Wang Tao et du capitaine Qi Liangzong à son bureau hier après-midi. Ces militaires chinois sont des attachés de défense à l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar. La discussion s'est axée sur la coopération entre Madagascar et la Chine. À noter que le colonel Wang Tao a été le premier à occuper le poste d'attaché de défense à l'ambassade de Chine à Madagascar. Cet officier supérieur occupe ce poste depuis plus de 2 ans et il s'est déclaré satisfait, notamment de la coopération entre la Chine et la gendarmerie malagasy. Il va bientôt quitter Madagascar et désormais, le capitaine Qi Liangzong assumera la fonction d'attaché de défense à l'ambassade de Chine à Madagascar. Plus d'explications. En tant que le premier attaché de défense chinois à Madagascar, je suis très content parce que nous avons ensemble fait beaucoup de choses. Et par exemple, notre cours de la langue chinoise et aussi il y a des échanges dans le domaine de l'équipement. Et je pense que dans le futur, il y aura beaucoup de choses à faire. Et je crois que mon successeur va travailler avec Monsieur Le Sec et je pense que dans le futur il y a beaucoup de fruits et Monsieur Le Sec, moi personnellement, je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est un grand honneur pour moi d'être attaché de défense à Malagasy. Je crois que le plus important pour nous c'est renforcer les liens entre les deux armées et les deux gendarmes. À cause de mon collègue, la coopération bilatérale se développe très bien malgré l'épidémie.
Après, je crois qu'on doit continuer notre bonne coopération et notre amitié. Toujours dans ce même contexte, plusieurs élèves de l'École nationale militaire de Fianarantsoa ou CEMIPI poursuivront leurs études à l'école Prytanée de la Flèche en France. Cela a été évoqué lors d'une rencontre entre le ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur de France à Madagascar et le colonel, chef de corps de l'école Prytanée de la Flèche, qui s'est tenu également hier. Cela s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération militaire entre les Français et les Malagasy. Explication. Donc amener d'abord nos élèves qui préparent le baccalauréat vers l'acquisition des savoir-faire des uns et des autres, un échange peut-être de points de vue entre professeurs à terme, peut-être des élèves qui pourront venir à la CEMIPI pour prendre connaissance de la façon d'enseigner aussi de nos professeurs malgaches. Donc on a une connexion qui se crée entre nos différentes classes, nos différents professeurs. Et donc les deux chefs de corps, nous nous entendons pour mettre en place cette coopération fructueuse au service des élèves. Concernant maintenant les actualités internationales en Turquie, pour commencer, le troisième homme, Sinan Ogan, a annoncé lundi qu'il sera lié au président sortant Tayyip Erdogan au second tour de l'élection présidentielle dans le pays qui s'est tenue dimanche. Reportage sur les images de France 24. Il était courtisé par les deux finalistes de l'élection présidentielle, Sinan Ogan, candidat ultranationaliste du parti Zafer et troisième homme du premier tour, a annoncé dans une conférence de presse soutenir le président sortant, Recep Tayyip Erdogan. Je déclare que nous soutiendrons le candidat de l'Alliance populaire, M. Erdogan, au second tour des élections. J'invite les électeurs qui ont voté pour nous au premier tour à soutenir M. Erdogan au second tour. Le candidat aux 5,2% de voix au premier tour affirme avoir pris cette décision à l'issue d'une rencontre avec chaque candidat. Mais peu de temps après cette annonce, le président du parti indique dans un tweet que la déclaration de Sinan Ogan n'engageait que lui. La déclaration de M. Sinan Ogan n'est que son propre choix politique. Cette déclaration ne représente ni n'engage le parti Zafer. La déclaration au nom du parti sera faite par moi ce mardi. Le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan, qui dirige le pays depuis 20 ans, avait obtenu 49,5% des voix contre 44,9% pour son adversaire, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Les 5,2% des voix obtenus par Sinan Ogan sont l'illustration de la poussée du vote conservateur. Son choix de se rallier au président sortant devrait peser dans le scrutin de dimanche prochain, à condition qu'il soit suivi par la majorité des 2,8 millions de suffrages rassemblés au premier tour. Et au Soudan, la guerre dans ce pays d'Afrique de l'Est a fait plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Et si elle se poursuit, avertit l'ONU, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient se réfugier dans les pays voisins qui redoutent une contagion. France 24. Chaque jour, ils sont des centaines à se presser sur ce pont dans la ville frontalière de Météma. La porte d'entrée vers l'Éthiopie et la sécurité pour les habitants du Soudan qui fuient les combats. En quelques semaines, plus de 20 000 réfugiés sont passés dans ce centre de transit mis en place par les Nations Unies. Il nous a fallu plusieurs jours avant d'arriver ici. Il y avait des points de contrôle partout le long de la route. Cela a été assez difficile pour ma femme enceinte et moi d'arriver ici. Depuis le début des combats mi-avril, les violences au Soudan ont jeté sur les routes plus d'1 million de personnes selon l'ONU, dont 250 000 qui ont fui vers les pays voisins. L'Éthiopie, mais aussi le Soudan du Sud où 1500 réfugiés entrent chaque jour. Et au nord, l'Égypte avec 5000 arrivées quotidiennes. C'est le premier pays d'accueil pour les réfugiés soudanais. Ils sont désormais plus de 110 000 sur place selon le gouvernement. Des réfugiés qui affluent aussi massivement au Tchad ces dernières semaines face à la hausse des violences. 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants, comme Mariam, originaire du Darfour. La milice Janjaweed a attaqué notre village tôt le matin. Ils ont tué le bétail et incendié des maisons. 62 personnes sont mortes dans cette attaque. Nous avons fui et nous sommes passés au Tchad.
Et l'ONU s'alarme du rythme des arrivées au Tchad. 25 000 réfugiés supplémentaires en seulement 3 jours. Le Haut-Commissariat aux réfugiés demande à la communauté internationale d'aider en urgence le pays à faire face à cet afflux. Selon les Nations Unies, si le conflit se poursuit, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient fuir vers les pays voisins. Et pour clôturer cette édition, 3 personnes ont été arrêtées mardi à Valence dans le cadre de l'enquête ouverte par la justice espagnole après les insultes racistes proférées contre Vinicius Junior, l'attaquant brésilien du Real Madrid, lors des matchs de Liga dimanche. 4 autres personnes ont par ailleurs été interpellées pour avoir pendu en janvier un mannequin à l'effigie du joueur. France 24. Au sommet de Rio, le Christ rédempteur totalement éteint. Une image forte pour montrer le soutien, mais aussi la colère du Brésil après les insultes racistes reçues par l'une de ses plus grandes stars, Vinicius Junior. L'attaquant du Real Madrid a de nouveau été la cible de supporters adverses dimanche, cette fois-ci à Valence. Désormais, c'est la justice espagnole qui a décidé d'ouvrir une enquête. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Junior a réagi avec la publication d'une vidéo compilant toutes les insultes racistes qu'il a reçues en Espagne. On nous explique qu'il s'agit de cas isolés, d'un supporter. Non, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des épisodes répétés dans plusieurs villes d'Espagne. Face à la polémique, les autorités espagnoles veulent montrer qu'elles prennent désormais le problème à bras-le-corps. La première chose est de reconnaître que nous avons un problème dans notre pays, de comportement, d'éducation, de racisme. L'objectif que nous nous sommes fixés cette année et que nous poursuivrons encore dans le futur, c'est que le plus rapidement possible, Vinicius, comme tous les autres joueurs, hommes ou femmes, qui sont passés par là à un moment ou à un autre, puissent dire qu'il n'y a plus de problème en Espagne. La polémique est désormais politique avec un appel du gouvernement brésilien à l'ambassadrice espagnole au Brésil. De son côté, Lula, le président brésilien, a demandé à la FIFA et aux autorités espagnoles de prendre des mesures fortes. Les soutiens envers Vinicius Junior sont nombreux, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Kylian Mbappé en passant par Neymar, à l'exception du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui n'a pas apprécié les critiques du joueur contre le championnat d'Espagne, affirmant que le racisme n'était qu'un sujet ponctuel. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit au Nizou avec Seine Ranirlant. Quant à moi, je vous donne une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.